J'ai failli laisser tomber mon téléphone en voyant la notification de la banque. 12 000 € en une seule journée. Mes mains tremblaient tandis que j'essayais de taper le mot de passe de l'application pour vérifier si c'était une erreur. François. Ai-je appelé mon mari qui bricolait sa vieille Peugeot 504 dans le garage. François, tu peux venir? Je l'ai entendu marmonner quelque chose, puis des pas lents et lourds ont résonné dans le couloir. François est apparu à l'entrée de la cuisine, s'essuyant les mains sur un chiffon. Ses cheveux gris partaient dans tous les sens et son visage était maculé d'huile de moteur. À 68 ans, il essayait encore de réparer des voitures, même si ses mains n'étaient plus aussi agiles qu'avant. « Qu'est-ce qui ne va pas, Margot ?» a-t-il demandé en remarquant mon visage. « On dirait que tu as vu un fantôme. »« Regarde ça », ai-je dit en lui tendant mon téléphone. Quelqu'un a retiré 12 000 € de notre carte. François a chaussé les lunettes qui pendaient à un cordon autour de son cou et a longuement fixé l'écran. « Ce n'est pas possible », a-t-il murmuré. « C'est presque toutes nos économies pour le traitement. » J'ai repris le téléphone et parcouru la liste des transactions. Une réservation d'hôtel à l'île Maurice, des billets d'avion en classe affaires, un restaurant au nom français. Rien de tout cela n'était à notre portée. « Il faut appeler la banque », ai-je dit d'un ton décidé en composant le numéro du service client. Après 20 minutes de conversation avec divers conseillers, j'ai appris que toutes les transactions avaient été effectuées avec mes informations et qu'il n'y avait aucun signe de piratage. Mais je savais pertinemment que je n'avais pas acheté de billets pour les Caraïbes ni réservé de chambre dans un hôtel 5 étoiles. « Margot », a dit doucement François quand j'ai raccroché. « Est-ce que tu as donné les détails de ta carte à Grégoire ?» Mon cœur a raté un battement. Grégoire, notre fils unique. Bien sûr, il avait les détails de ma carte. Je les lui avais donnés de nombreuses fois lorsqu'il demandait de l'aide pour payer des factures ou quand il était à court d'argent avant la paix. Mais de là à les utiliser pour ça. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. Un message venait d'arriver. Je l'ai ouvert et j'ai vu un selfie de Grégoire et d'Evelyne. Ils souriaient, tenant des cocktails avec de petits parasols. Derrière eux, un océan d'un bleu éblouissant et des palmiers. « Salut maman. La lune de miel était super. Merci pour le cadeau. Bise, G et E. » J'ai tendu silencieusement le téléphone à François. Il a fixé la photo longuement, puis s'est affalé lourdement sur une chaise. Alors, ils ont décidé qu'on leur offrait leur lune de miel. La voix de François était blanche. Ils ont décidé de se l'offrir eux-mêmes. À nos frais. J'ai senti une vague de colère monter en moi. C'est peut-être un malentendu. François cherchait toujours des excuses au comportement de Grégoire. Peut-être qu'il pensait que tu lui avais donné la permission. J'ai secoué la tête. Il savait pertinemment qu'il n'avait pas demandé la permission. Il savait que nous ne pouvions pas nous permettre une telle dépense, surtout maintenant que François a besoin de traitements coûteux pour son arthrose. J'ai regardé par la fenêtre notre petit jardin bien entretenu dans la banlieue de Lyon. La maison que François et moi avions achetée il y a 30 ans, en contractant un prêt immobilier et en économisant surtout. La maison où Grégoire a grandi. Nous avions toujours vécu modestement, mais avec dignité. J'avais travaillé comme infirmière-chef à l'hôpital de la Croix-Rousse pendant près de 40 ans, ne prenant ma retraite qu'il y a 6 mois, lorsque la santé de François s'est détériorée et qu'il a eu besoin de soins constants. Je me souvenais combien il avait été difficile de décider de quitter mon travail. J'aimais ma profession, mes collègues, mes patients. On me respectait pour mon professionnalisme et ma gentillesse. Le médecin-chef m'avait personnellement demandé de rester, mais je n'avais pas le choix. François avait besoin de moi. Après toutes ces années où il avait soutenu notre famille en tant que mécanicien, faisant souvent des heures supplémentaires pour payer les études de Grégoire, je ne pouvais pas l'abandonner. François a interrompu mes pensées. « Qu'est-ce qu'on va faire, Margot ?» J'ai pris une profonde inspiration. D'abord, je vais appeler mon fils. J'ai composé le numéro de Grégoire, mais je suis tombée sur sa messagerie vocale. Bien sûr, l'itinérance internationale. J'ai envoyé un message. « Grégoire, il faut qu'on parle de la carte. Urgent. » Il n'a pas répondu. Ce soir-là, François et moi étions assis en silence devant la télévision, sans prêter attention à ce qui se passait à l'écran. Je pensais à notre fils, à la façon dont il était devenu si inconsidéré. Peut-être l'avions-nous trop gâté. Trop pardonné. Grégoire avait toujours été un garçon doué. Bon élève, il était entré dans une grande école de commerce et avait obtenu un diplôme en marketing. Maintenant, il avait un bon poste dans une agence de publicité et un salaire correct.
Mais pour une raison ou une autre, il avait toujours besoin de plus d'argent, pour une nouvelle voiture, pour les travaux de son appartement, pour des vêtements de marque pour Evelyne. Evelyne, ma belle-fille. Elle travaillait dans la même agence que Grégoire. Belle, ambitieuse, toujours impeccablement habillée. Elle regardait notre maison, François et moi avec un mépris à peine dissimulé. J'avais essayé de trouver un terrain d'entente avec elle, mais toutes mes tentatives s'étaient heurtées à une froideur polie. Ils s'étaient mariés il y a 3 mois. Un mariage somptueux dans un domaine de campagne avec une centaine d'invités, dont la plupart étaient des collègues et des amis d'Evelyne. François et moi étions assis à une table au fond, à côté de lointains parents de la mariée. Grégoire avait à peine trouvé le temps de venir nous voir pendant la réception. Tu sais, a soudainement dit François, fixant l'écran de télévision éteint. Peut-être qu'ils n'y ont tout simplement pas pensé. Ils sont jeunes, amoureux. J'ai regardé mon mari avec surprise. François, ils ont tous les deux plus de 30 ans. Ce ne sont pas des adolescents. Étage 12 000 €, ce n'est pas de l'argent de poche qu'on peut prendre sans demander. Il a soupiré. Tu as raison. Je ne veux juste pas penser que notre fils. Il n'a pas terminé, mais j'ai compris. Je ne voulais pas non plus penser que notre fils était devenu un égoïste qui ne respectait pas ses parents. Le téléphone a de nouveau sonné. C'était un autre message de Grégoire, mais pas pour moi, pour la discussion de famille qui nous incluait, François, Grégoire, Evelyne et moi. Une autre photo. Ils étaient sur un yacht. Evelyne en bikini et lunettes de soleil de luxe. Grégoire l'enlaçant par la taille. La légende disait, jour 2. La vie est belle. J'ai senti mes mains trembler de colère. Mais pour qui se prend-il? Ai-je sifflé? Ils dépensent notre argent et ne prennent même pas la peine de répondre à mon message. François a posé sa grande main rugueuse sur mon bras. Calme-toi, Margot. Ton cœur. J'ai pris une profonde inspiration. François avait raison. Je ne devais pas m'énerver. Mes problèmes de tension artérielle n'allaient pas disparaître. Mais comment rester calme? Le lendemain matin, j'ai décidé d'appeler à nouveau la banque. Cette fois, j'ai eu plus de chance. Je suis tombée sur une employée compréhensive nommée Lorraine. Madame Dubois, a-t-elle dit après avoir écouté mon histoire, vous pouvez bloquer la carte et contester les transactions. Mais comme vous avez volontairement donné les informations de la carte à un tiers, la banque pourrait refuser de vous rembourser. Mais c'est mon fils, me suis-je exclamé. Je lui ai donné les informations pour qu'il puisse payer sa facture d'électricité quand il avait des problèmes, pas pour qu'il parte en vacances à mes frais. Je comprends votre frustration, a répondu doucement Lorraine. Mais d'un point de vue légal. Et si je déclare la carte volée? Les jeux interrompus. Il y eut une pause. Madame Dubois, faire une fausse déclaration de vol est une infraction grave. J'ai soupiré. Bien sûr, je n'allais pas faire ça. Mais quel choix avais-je? Quand votre fils rentre-t-il? A demandé Lorraine. Dans une semaine, d'après les dates de réservation. Alors, la meilleure solution est peut-être de lui parler en personne à son retour. En attendant, je peux bloquer votre carte pour éviter d'autres débits. J'ai accepté. Que pouvais-je faire d'autre? Après avoir parlé à la banque, je me suis assise dans la cuisine, fixant la pile de factures sur la table. La facture d'électricité, l'ordonnance de François, la facture de l'hôpital pour sa dernière série de traitements. Nous avions prévu de les payer cette semaine, mais maintenant. François est entré dans la cuisine en s'appuyant sur sa canne. C'était une mauvaise journée. Ses articulations lui faisaient plus mal que d'habitude. Comment s'est passé l'appel à la banque? A-t-il demandé en s'asseyant lentement sur une chaise à côté de moi. Je lui ai raconté ma conversation avec Lorraine. Eh bien, il faudra juste attendre leur retour, a-t-il dit en se frottant le genou. Ne t'inquiète pas tant que ça, Margot. On trouvera une solution. J'ai regardé mon mari. Toujours optimiste, toujours indulgent, surtout quand il s'agissait de Grégoire. C'était peut-être notre erreur. Nous pardonnions trop et exigions trop peu de comptes. Je n'ai pas pu me calmer de la journée. Mes pensées tournaient autour de notre fils, de l'argent et des factures à venir. Le soir, alors que François dormait déjà, je me suis assise dans le salon avec un album photo. Grégoire enfant, un garçon souriant avec des taches de rousseur et des dents en avant. Grégoire adolescent, plus sérieux, avec une coupe de cheveux à la mode. Grégoire diplômé, fier, portant la toge et le mortier. Où et quand était-il devenu le genre de personne capable de faire ça à ses parents?
Je me suis souvenu comment François et moi avions économisé sou après sou pour payer ses études. Comment je prenais des gardes supplémentaires à l'hôpital et François travaillait le week-end. Comment nous nous étions privés de vacances pendant des années pour que Grégoire puisse participer à un séjour linguistique en Europe. Nous pensions lui donner le meilleur départ dans la vie, qu'il apprécierait nos sacrifices. Un nouveau message a interrompu mes pensées. Une autre photo de Grégoire. Maintenant, lui et Evelyne sont dans un restaurant chic. Elle en robe de soirée. Lui en costume clair. Dîner avec vue sur l'océan. Merci pour cette expérience inoubliable. J'ai répondu, Grégoire, il faut qu'on parle de la carte de toute urgence. Appelle-moi dès que tu peux. Il n'y eut aucune réponse. Le lendemain matin, j'ai décidé de passer à l'action. J'ai appelé mon ancienne collègue, Viviane, qui avait travaillé avec moi à l'hôpital pendant 20 ans. Margot, s'est-elle exclamée. Comment vas-tu? Comment va François? Tu nous manques tous dans le service. Je lui ai brièvement raconté notre situation. Ce garçon a un sacré toupet, a dit Viviane, indignée. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore, ai-je répondu honnêtement. Mais je ne peux pas rester les bras croisés à attendre qu'il daigne rentrer. François a des soins la semaine prochaine, et nous n'avons plus d'argent. Écoute, a dit Viviane après une pause. Mon fils Cédric travaille au Crédit Lyonnais. Peut-être qu'il peut t'aider. Au moins, il pourra te donner un conseil professionnel. J'ai accepté l'offre avec gratitude. Viviane a promis d'organiser une rencontre avec Cédric pour le lendemain. Quand j'ai raconté à François ma conversation avec Viviane, il a froncé les sourcils. Pourquoi impliques-tu des étrangers dans nos affaires de famille? François, ai-je essayé de parler calmement. Ce n'est pas une affaire de famille. C'est un vol. Notre fils nous a volé notre argent. De l'argent dont nous avons besoin pour ton traitement. Il s'est détourné vers la fenêtre. Tu n'aurais pas dû. Tu n'aurais pas dû quoi? Ai-je senti mon irritation monter? Chercher de l'aide? Essayer de récupérer notre argent? Ou peut-être que je n'aurais pas dû m'énerver que notre fils nous vole? François a soupiré. Tu en fais toute une montagne, Margot. Grégoire va revenir. On parlera. Il expliquera tout. C'est peut-être juste un malentendu. J'ai secoué la tête. François était toujours comme ça, prêt à donner une autre chance, une autre explication, surtout quand il s'agissait de Grégoire. Probablement parce qu'il avait grandi sans père et avait peur d'être trop strict. Nous nous sommes à peine parlé de la journée. Je faisais le ménage. François bricolait dans le garage autant que ses mains douloureuses le lui permettaient. Le soir, un autre message de Grégoire est arrivé. Une photo d'une cascade. Meilleure journée de ma vie. Evelyne adore le voyage. Et toujours aucune réponse à mes messages. Je n'en pouvais plus et les rappeler. Encore la messagerie vocale. J'ai laissé un message. Grégoire, c'est maman. S'il te plaît, rappelle-moi dès que tu peux. C'est à propos de grosses dépenses sur ma carte. Nous avons besoin de cet argent. Je n'ai pas pu dormir pendant un long moment cette nuit-là. François ronflait doucement à côté de moi. Je pensais à ce qui s'était passé et à ce qui allait se passer. Une chose était sûre. Je ne pouvais pas en rester là. Même si François était prêt à pardonner et à oublier, moi, je ne l'étais pas. Cette fois, Grégoire était allé trop loin. Le 3e jour après la découverte du vol, je me suis réveillée au gémissement de François. Il était assis sur le bord du lit, courbé, serrant son genou droit entre ses mains. Qu'est-ce qui ne va pas? Me suis-je réveillée instantanément et me suis assise à côté de lui. Rien, a-t-il marmonné entre ses dents. Juste mon genou. Ça va passer. Mais je l'ai vu pâlir de douleur, des perles de sueur se formant sur son front. Ce n'était pas une crise matinale habituelle. C'était quelque chose de sérieux. J'appelle le docteur Morin, ai-je dit fermement en attrapant le téléphone. Non, Margot. François a essayé de m'arrêter. Tu sais bien qu'on ne peut pas se permettre un médecin en ce moment. Je me suis figée, le téléphone à la main. Il avait raison. Après que Grégoire eut vidé notre carte, nous avions à peine de quoi joindre les deux bouts. Consultation de spécialistes, examens, médicaments. Tout cela coûtait de l'argent que nous n'avions tout simplement plus. François, ai-je dit doucement. On trouvera une solution. Mais pour l'instant, ta santé est plus importante. Il a secoué la tête. Je vais juste prendre des antidouleurs. Ce qui reste de la dernière fois. J'ai froncé les sourcils.
Les médicaments prescrits par le docteur Morin étaient puissants et devaient être pris avec prudence et uniquement sur ordonnance. Mais il n'y avait pas le choix. J'ai aidé François à aller jusqu'à la salle de bain, puis je lui ai apporté le comprimé et un verre d'eau. C'est le dernier, a-t-il dit en avalant le cachet. Il faudra en racheter. Je n'ai rien dit. La boîte coûtait 80 € et on ne pouvait pas l'obtenir sans ordonnance. Et il était impossible d'avoir une ordonnance sans voir un médecin. Après le petit déjeuner, alors que François se sentait un peu mieux grâce aux médicaments, j'ai appelé mon ancienne collègue Suzanne qui travaillait à la pharmacie de notre hôpital. « Suzanne, c'est Margot Dubois », ai-je commencé, mal à l'aise. « Je suis désolée de te déranger, mais j'ai besoin de ton aide. » Je lui ai expliqué la situation, que François avait une crise, qu'il avait besoin de médicaments, mais que nous ne pouvions pas nous permettre de voir un médecin pour le moment. « Oh, mon Dieu, Margot », a dit Suzanne, alarmée. « C'est sérieux. Il doit absolument voir un spécialiste. » « Je sais », ai-je soupiré. « Mais ce n'est pas possible pour l'instant. » Je me disais, peut-être que tu connais des programmes d'aide ou des réductions pour les médicaments. Suzanne a fait une pause. Il y a un programme d'aide pour les seniors à faible revenu, mais ça prend du temps à mettre en place. Écoute, pourquoi ne demandes-tu pas de l'aide à Grégoire? Il a l'air de bien gagner sa vie, non? Je me suis mordu la lèvre. Suzanne ne savait pas ce qui s'était passé. Je ne voulais pas raconter à tout le monde que mon fils nous avait volés. Il est en déplacement, ai-je répondu évasivement. Écoute, Suzanne, peut-être que tu pourrais parler au docteur Morin. Lui expliquer la situation. Peut-être qu'il fera une ordonnance sans consultation, étant donné que François est son patient régulier. Je ne sais pas, Margot. C'est contre le règlement, a dit Suzanne, incertaine. Mais je vais lui parler pour toi et François. Après avoir parlé à Suzanne, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai étalé toutes les factures et relevées devant moi. La situation était pire que je ne le pensais. En plus des 12 000 € que Grégoire avait dépensés, nous avions les dépenses courantes, le prêt immobilier, les charges, les assurances, les courses, et maintenant les médicaments de François. J'ai sorti mon vieil uniforme d'infirmière du placard et l'ai examiné d'un œil critique. Il était un peu froissé, mais dans l'ensemble, en assez bon état. J'ai décidé d'appeler l'hôpital pour voir s'il y avait un moyen de trouver un travail à temps partiel. Il y a 6 mois, lorsque j'ai pris ma retraite, le médecin-chef avait dit que la porte m'était toujours ouverte. Peut-être ne l'avait-il pas dit seulement par politesse. François était assis dans son fauteuil devant la télé quand je suis entrée dans le salon, tiré à 4 épingles dans mon uniforme, les cheveux soigneusement coiffés. « Où vas-tu » a-t-il demandé, surpris. « À l'hôpital », ai-je répondu en ajustant mon col. « Je veux voir si je peux reprendre le travail quelques jours par semaine. » « Margot, tu as 65 ans. Tu as bien mérité ta retraite. Et de quoi allons-nous vivre, François ? Je n'ai pas pu cacher mon irritation. Comment allons-nous acheter tes médicaments ? Comment allons-nous payer les factures ? Il a détourné le regard. Grégoire nous remboursera à son retour. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. Même s'il le fait, ce ne sera pas avant une semaine. Et tu as besoin de tes médicaments maintenant. François n'a pas répondu, et j'ai quitté la maison. Assise au volant de notre vieille Renault Mégane, j'ai appuyé mon front contre le volant un instant. Comment en étions-nous arrivés là ? À notre âge, nous devrions profiter de notre retraite bien méritée, pas nous battre pour survivre. À l'hôpital, j'ai été accueillie chaleureusement. Les infirmières m'ont serré dans leurs bras. Les aides-soignants m'ont salué, et même certains patients habituels m'ont reconnu et étaient heureux de me voir. Je suis allée au bureau du médecin-chef, le docteur Bernard. « Margot » a-t-il souri largement en me voyant. « Quelle agréable surprise. Comment va François ? » « Pas très bien », ai-je répondu honnêtement. Son arthrose s'est réveillée. C'est en fait pour ça que je suis là. Je lui ai expliqué la situation, en essayant de ne pas entrer dans les détails sur Grégoire, disant simplement que nous avions des difficultés financières. Le docteur Bernard a écouté attentivement. « Margot, j'adorerais vous revoir dans notre équipe, même à temps partiel. Mais il y a un problème. L'assurance. Nous avons des conditions spéciales pour les employés de plus de 65 ans, et le traitement du dossier prend du temps. » J'ai senti mon espoir s'évanouir. Mais il a poursuivi. « Peut-être pourrions-nous vous offrir un poste de consultante. Cela ne nécessite pas les mêmes formalités qu'un poste à temps plein. Le salaire serait plus bas, bien sûr, mais c'est mieux que rien. »
J'ai accepté l'offre avec gratitude. Le docteur Bernard a promis de préparer tous les papiers pour le lendemain, et je pourrais commencer la semaine suivante, 3 jours par semaine, 4 heures par jour. En quittant le bureau du médecin-chef, Viviane m'a rattrapée. Alors? A-t-elle demandé. Je lui ai parlé de l'offre du docteur Bernard. Ce n'est pas grand-chose, mais ça paiera mes médicaments, ai-je soupiré. Cédric a accepté de te rencontrer, a dit Viviane. Demain à 14 heures au Café des Amis, rue du Chêne. Tu vois où c'est? J'ai hoché la tête. Le café n'était pas loin de la banque où travaillait le fils de Viviane. Merci, Vivi. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter une amie comme toi. Elle m'a serré dans ses bras. Arrête. On en a tellement traversé ensemble. Tu te souviens de l'épidémie de grippe en 2010 ou de cet horrible accident de bus en 2015? Je me souvenais. Viviane et moi avions travaillé côte à côte pendant près de 20 ans. Elle était là quand je célébrais l'admission de Grégoire à son école et elle m'a soutenue quand on a diagnostiqué l'arthrose de François. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée à la pharmacie. Suzanne avait tenu parole. Elle avait parlé au docteur Morin et il avait accepté de faire une ordonnance pour François sans consultation, compte tenu des circonstances. L'ordonnance m'attendait à la pharmacie. Combien je vous dois? Ai-je demandé au pharmacien en sortant mon portefeuille. Tout a été payé, a-t-il répondu. Madame Connors a dit que c'était un cadeau. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Suzanne Connors, ma collègue, avait payé les médicaments de François. J'étais submergée de gratitude et d'humiliation à la fois. Je n'avais jamais eu à accepter une telle aide auparavant. Quand je suis rentrée, j'ai trouvé François endormi dans son fauteuil. La télé était allumée, montrant un vieux film avec Lino Ventura. J'ai posé doucement le sac de médicaments sur la table et je me suis assise à côté de lui. Son visage avait l'air hagard dans son sommeil, avec des cernes sombres sous les yeux. La douleur l'avait épuisé. Je me suis souvenue de ce qu'il était quand nous nous sommes rencontrés. Un mécanicien grand et large d'épaules avec un sourire malicieux et des mains fortes. Il pouvait me soulever d'un bras et danser pendant des heures sans se fatiguer. Maintenant, ses mains autrefois si adroites et fortes étaient tordues par l'arthrose et son sourire apparaissait de moins en moins souvent à cause de la douleur constante. François s'est réveillé et m'a vu. Comment ça s'est passé à l'hôpital? A-t-il demandé en se frottant les yeux. Je lui ai parlé de l'offre du docteur Bernard et des médicaments de Suzanne. Je n'aime pas ça, a-t-il froncé les sourcils. Recevoir la charité. Ce n'est pas la charité, François, ai-je dit doucement. C'est l'aide d'amis. Nous ferions la même chose pour eux. Il a soupiré. Peu importe. Je me sens inutile. Je ne peux même pas subvenir aux besoins de ma famille. Je lui ai pris la main. Tu as subvenu à nos besoins toute notre vie, François. Maintenant, c'est mon tour. Il a souri faiblement, mais je pouvais voir que sa fierté était blessée. François avait toujours été le soutien de famille. Fier que sa famille ne manque de rien. Maintenant, il se sentait comme un fardeau. Ce soir-là, après que François eut pris ses nouveaux médicaments et se fut couché, je me suis assise à la table avec l'album de famille. Les photos racontaient l'histoire de nos vies. Le jeune François et moi à notre mariage, le petit Grégoire dans le bac à sable, notre première maison, des vacances au lac d'Annecy, le diplôme de Grégoire, sa première voiture, une vieille Peugeot que François avait réparée lui-même. Je me suis souvenu comment Grégoire nous avait demandé de l'aider avec l'acompte pour sa maison. C'était il y a 3 ans. Il était venu nous voir, excité, avec des brochures pour un nouveau lotissement. Maman, papa, c'est un super investissement, avait-il dit, nous montrant des photos glacées des pavillons. Le quartier se développe vite, et dans quelques années, le prix aura augmenté d'au moins 30%. François et moi nous étions regardés. Nous avions prévu d'utiliser cet argent pour réparer le toit, qui avait commencé à fuir. Mais comment dire non à notre fils unique? Bien sûr, fiston, avait dit François. On va t'aider. 20 000 € représentaient presque tout ce que nous avions économisé à l'époque. Nous les lui avons donnés sans hésiter. Nous avons dû contracter un prêt pour réparer le toit. Et maintenant, Grégoire vivait dans ce pavillon avec Evelyne, nous invitant de temps en temps. Et à chaque fois, Evelyne trouvait une raison de nous montrer que notre modeste style de vie lui était étranger. Mon Dieu, Margot, avait-elle dit une fois quand j'avais apporté une tarte faite maison. Vous faites encore de la pâtisserie? Nous commandons toujours nos desserts chez Sèvres, une grande pâtisserie du centre-ville. Leur chef a étudié à Paris.
Je m'étais tue, bien que j'ai voulu dire que ma tarte aux pommes à la cannelle avait toujours été le dessert préféré de Grégoire, et que j'avais appris à la faire de ma grand-mère, qui avait vécu la Grande Dépression et connaissait la valeur des plaisirs simples faits maison. Mon téléphone a sonné. Un nouveau message dans le chat familial. Une autre photo de Grégoire et Evelyne. Maintenant, ils étaient sur la plage, le coucher de soleil derrière eux peignant le ciel d'orange et de rose. Jour 5, le paradis. J'ai senti tout mon être se crisper de colère et de ressentiment. Il profitait de vacances luxueuses à nos frais pendant que François gémissait de douleur et que j'étais obligée de chercher un emploi à 65 ans pour lui acheter des médicaments. J'ai répondu, « Grégoire, nous devons avoir une discussion sérieuse sur les débits sur ma carte. S'il te plaît, appelle-moi. » Il n'y eut aucune réponse. Le lendemain, j'ai rencontré le fils de Viviane, Cédric, au café des amis. Il s'est avéré être un jeune homme sérieux en costume élégant avec un regard attentif et des manières claires et professionnelles. « Madame Dubois », a-t-il dit après avoir écouté mon histoire, d'un point de vue juridique, la situation est ambiguë. Vous avez volontairement donné vos informations de carte à votre fils, et il sera difficile de prouver qu'il les a utilisées sans votre permission. J'ai hoché la tête. Lorraine de la banque m'avait dit la même chose. Mais il y a quelques options, a poursuivi Cédric. Premièrement, vous pouvez déposer une plainte formelle auprès de la banque. Deuxièmement, vous pouvez signaler la fraude à la police, mais je ne recommanderais ni l'un ni l'autre, étant donné que c'est votre fils. Que dois-je faire alors ? Ai-je demandé, me sentant complètement démunie. Cédric a réfléchi un instant. Je peux parler à votre banque de manière informelle, expliquer la situation. Ils seront peut-être disposés à geler une partie de la dette ou à proposer un plan de paiement. Mais le plus important est que vous parliez à votre fils à son retour. J'ai remercié Cédric pour son aide. Il a promis de me contacter après avoir parlé avec la banque. Quand je suis rentrée, j'ai trouvé François dans le garage. Malgré la douleur, il essayait de faire la vidange de la voiture. « François », me suis-je exclamé. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne devrais pas faire d'efforts. » Il s'est redressé, grimaçant de douleur. « Margot, je ne peux pas rester assis pendant que tu travailles. La voiture a besoin d'entretien, et on ne peut pas se permettre de payer un garagiste en ce moment. » Je l'ai aidé à rentrer dans la maison et je l'ai assis dans un fauteuil. Son visage était pâle et sa chemise trempée de sueur. « Les nouveaux médicaments aident-ils ? » ai-je demandé en lui apportant un verre d'eau. « Un peu », a-t-il dit en prenant une gorgée. « Mais Margot, j'ai l'impression que mon genou s'aggrave. Je pense que j'ai besoin de faire les infiltrations que le docteur Morin a prescrites. » Je me suis mordu la lèvre. La série d'injections que le médecin recommandait coûtait environ 2000 €. La Sécu et notre mutuelle n'en couvraient qu'une partie, et nous devions payer le reste nous-mêmes. Nous avions économisé de l'argent pour ces traitements que Grégoire et Evelyne dépensaient maintenant. On trouvera une solution, ai-je promis, ne sachant pas comment je tiendrais cette promesse. Cédric a appelé ce soir-là. Il avait parlé au directeur de notre agence qui a accepté d'envisager de geler temporairement les intérêts sur notre carte de crédit, compte tenu de notre excellent historique de crédit. C'était une petite aide, mais c'était quelque chose. Merci, Cédric, ai-je dit sincèrement. Je ne sais pas comment nous pourrons un jour vous remercier pour votre gentillesse. Ne vous en faites pas, Madame Dubois, a-t-il répondu. Ma mère m'a tellement parlé de vous. Vous êtes comme une sœur pour elle. Après avoir parlé à Cédric, je me suis sentie un peu soulagée. Au moins, les intérêts ne s'accumuleraient pas sur l'énorme montant que Grégoire avait dépensé. Mais la dette principale était toujours là, et François avait toujours besoin de son traitement. Je suis sortie dans le jardin et je me suis assise dans une vieille chaise de jardin. Notre petit jardin bien entretenu avait toujours été ma fierté. Les rosiers que François et moi avions plantés il y a 20 ans, les pétunias en pot, le petit bassin avec des poissons rouges. Tout était modeste mais fait avec goût et amour. Je me souvenais comment Grégoire nous aidait dans le jardin quand il était petit. Comment il chassait les papillons. Comme il était heureux quand il a fait pousser sa première tomate. Où était ce garçon ? Quand s'était-il transformé en un homme qui pouvait voler ses propres parents ? Peut-être étions-nous à blâmer. Nous l'avions trop gâté. Mettant toujours ses besoins avant les nôtres. François faisait des heures supplémentaires pour payer les stages de sport et les cours particuliers de Grégoire. Je prenais des gardes supplémentaires pour qu'il puisse avoir les derniers vêtements et gadgets comme ses amis. Quand Grégoire est allé à son école de commerce, nous avons contracté un prêt pour payer ses frais de scolarité. François disait, l'éducation est le meilleur investissement.
Notre garçon réussira. Et nous y croyions. Nous croyions que nos sacrifices n'étaient pas vains, que Grégoire apprécierait tout ce que nous faisions pour lui. Quand il a obtenu son premier emploi dans une agence de publicité, nous étions si fiers. Enfin, il était autonome, indépendant. Mais pour une raison quelconque, l'argent lui filait entre les doigts. D'abord, ce fut une nouvelle voiture, puis des restaurants chers, puis des voyages. Et puis Evelyne est arrivée, avec ses goûts raffinés et son mépris pour tout ce qui était simple et abordable. J'ai soupiré et regardé le soleil couchant. Demain, je commence à travailler comme consultante à l'hôpital. À 65 ans, alors que beaucoup de mes pères profitent de leur retraite bien méritée, voyagent ou gardent leurs petits-enfants, je retourne au travail pour payer les médicaments de mon mari parce que mon propre fils a volé nos économies. Le contraste entre notre vie modeste et le luxe dont jouissaient Grégoire et Evelyne avec notre argent était saisissant. François et moi avions toujours vécu selon nos moyens. La maison que nous avions achetée il y a 30 ans était simple mais confortable. Les meubles étaient robustes mais pas à la mode. Les voitures étaient pratiques mais pas luxueuses. Nous épargnions pour les coups durs, planifions nos dépenses et évitions les dépenses inutiles. Grégoire et Evelyne vivaient comme s'il n'y avait pas de lendemain. Vêtements de marque, restaurants étoilés, vacances dans les Caraïbes. Et tout cela avec de l'argent qui était mis de côté pour le traitement de François. Je suis rentrée à la maison après la tombée de la nuit. François somnolait devant la télé. Je suis allée discrètement à la cuisine et j'ai commencé à préparer le dîner. De simples pâtes à la sauce tomate. Rien d'extraordinaire, mais consistant et peu coûteux. Je pensais au restaurant où Grégoire et Evelyne dînaient, à des plats qui coûtaient plus que notre budget alimentaire hebdomadaire. Mon téléphone a de nouveau sonné. Une autre photo dans le chat familial. Grégoire et Evelyne étaient dans une boîte de nuit avec des coupes de champagne. Dernière nuit au paradis, retour à la réalité demain. J'ai serré les dents. La réalité ? Ils n'avaient aucune idée de ce qu'était la vraie réalité. La réalité, c'est quand votre mari gémit de douleur et que vous ne pouvez pas vous permettre les médicaments pour l'aider. La réalité, c'est quand vous devez retourner au travail à 65 ans parce que votre fils a volé vos économies. J'ai répondu au message. Grégoire, nous devons avoir une discussion sérieuse à ton retour. Il s'agit de ma carte de crédit et des 12 000 € que tu as dépensés sans ma permission. Cette fois, j'ai décidé de ne pas y aller par 4 chemins. Que Evelyne le lise aussi. Qu'il sache que je suis au courant de leur manigance. Il n'y eut aucune réponse. La veille du retour de Grégoire et Evelyne, j'étais assise dans la cuisine, serrant une tasse de thé froid. C'était un matin humide, typique de Lyon à cette période de l'année. Une pluie fine tombait dehors, coulant sur la vitre et estompant les contours des maisons voisines. François est entré dans la cuisine, s'appuyant sur sa canne. Les nouveaux médicaments avaient un peu aidé, mais il avait toujours du mal à se déplacer sans soutien. « Tu ne dors pas ?» a-t-il demandé en s'asseyant précautionneusement sur la chaise en face de moi. J'ai secoué la tête. Je pense à demain, au retour de Grégoire. François a soupiré et a couvert ma main de la sienne. Margot, je sais que tu es en colère et tu as toutes les raisons de l'être. Mais écoutons-le d'abord. Peut-être qu'il a une explication. J'ai regardé mon mari avec confusion. Quelle explication pourrait avoir un homme qui a volé 12 000 € à ses propres parents ? Quelle explication pourrait avoir un fils qui sait que son père a besoin de cet argent pour un traitement médical ? François a baissé les yeux. Je ne sais pas, mais c'est notre fils, Margot. Notre fils unique. Il y avait tant de douleur dans la voix de mon mari que je n'ai pas poursuivi la dispute. François avait toujours été plus indulgent avec Grégoire. Peut-être parce qu'il avait grandi sans père et avait peur d'être trop strict. Ou peut-être parce que Grégoire lui ressemble tellement. Les mêmes yeux bleus, la même fossette sur le menton. Je ne vais pas le renier, François, ai-je dit plus doucement. Mais je ne vais pas non plus le laisser s'en tirer comme ça. Il doit comprendre que ce qu'il a fait est mal, qu'on ne peut pas traiter ses parents de cette façon. François a hoché la tête, mais je pouvais voir qu'il n'était pas entièrement d'accord avec moi. Il était toujours prêt à pardonner à Grégoire, peu importe sa bêtise. Après le petit déjeuner, je suis allée travailler à l'hôpital. 3 jours par semaine, 4 heures par jour. Pas beaucoup, mais pas peu pour quelqu'un de mon âge. Je conseillais les jeunes infirmières, aidais avec les formalités administratives et remplaçais parfois des collègues de garde. Le travail m'était familier et me donnait un sentiment d'utilité qui m'avait manqué ces 6 derniers mois. Pendant ma pause déjeuner, Viviane s'est assise à côté de moi. « Comment ça va, Margot ?»
Cédric m'a dit qu'il avait parlé à la banque. J'ai hoché la tête. Oui, merci beaucoup. Ils ont accepté de geler les intérêts pendant que nous réglons les choses. Viviane a bu une gorgée de café de sa tasse. Et comment comptes-tu régler les choses? J'ai soupiré. Pour être honnête, je ne sais pas. François veut juste parler à Grégoire, entendre sa version des faits. Mais moi, je me suis tue, cherchant les mots justes. Tu veux qu'il prenne ses responsabilités, a terminé Viviane pour moi. Oui, ai-je admis. Je veux qu'il réalise ce qu'il a fait. Je veux qu'il comprenne les conséquences de ses actes pour François et moi. Viviane a tapoté ses doigts pensivement sur le bord de sa tasse. Tu sais, Margot, je pense que je peux aider. Tu te souviens de notre voisin, Luc Fournier? C'était un avocat spécialisé en droit de la famille. Il est à la retraite maintenant, mais il est toujours aussi vif d'esprit. Peut-être devrions-nous lui parler. Je me souvenais de Luc, un homme svelte aux cheveux grisonnants qui habitait en face de Viviane. Nous nous étions rencontrés à plusieurs barbecues qu'elle avait organisés pour ses amis et voisins. Tu penses qu'il accepterait d'aider? Viviane a souri. J'en suis sûre. Il se plaint toujours de ne pas avoir assez d'énigmes juridiques intéressantes à sa retraite. Et ton cas est tout à fait ce qu'il lui faut. Pas exactement standard. Après le travail, Viviane m'a conduite chez Luc. Il vivait dans une jolie maison à 2 étages avec un jardin bien entretenu. Nous avons été accueillis par sa femme, Denise, une femme amicale aux yeux bienveillants, qui nous a fait entrer dans le bureau où Luc lisait un livre épais. Margot, a-t-il dit en se levant pour nous saluer. Quelle agréable surprise. Viviane a dit que tu avais un dilemme juridique, a-t-il ajouté en souriant. J'ai hoché la tête. Et après nous être installés dans de confortables fauteuils avec des tasses de thé, je lui ai raconté toute l'histoire, la carte de crédit, Grégoire et Evelyne, la lune de miel à nos frais, le traitement de François. Luc a écouté attentivement, griffonnant de temps en temps des notes dans un petit carnet. Une situation intéressante, a-t-il dit quand j'ai fini. D'un point de vue juridique, c'est en effet une zone grise. Vous avez volontairement donné à votre fils les informations de votre carte, ce qui pourrait être interprété comme une permission de l'utiliser. D'un autre côté, il a clairement dépassé les limites raisonnables et a utilisé la carte à des fins autres que celles prévues. Que dois-je faire? Ai-je demandé. Je ne veux pas traîner mon fils en justice, mais je ne peux pas non plus laisser les choses en l'état. Luc a tapoté pensivement son stylo sur son carnet. Il y a peut-être une autre approche. Pas juridique, mais disons, psychologique. Grégoire doit réaliser les conséquences de ses actes. Il doit comprendre qu'il a blessé ses parents. Comment faire ça? Luc a souri. J'ai une idée, mais nous aurons besoin de l'aide de la banque et peut-être de vos collègues à l'hôpital. Nous avons passé l'heure suivante à discuter du plan que Luc avait proposé. Plus nous élaborions les détails, plus l'idée me plaisait. Ce n'était pas juste une vengeance. C'était une leçon qui pourrait amener Grégoire à reconsidérer son attitude envers nous. Quand je suis rentrée, François m'attendait, assis dans son fauteuil devant la télé. « Où étais-tu » a-t-il demandé anxieusement. J'ai appelé l'hôpital, mais on m'a dit que tu étais parti il y a 2 heures. Je me suis assise à côté de lui et je lui ai raconté ma rencontre avec Luc et le plan que nous avions élaboré. François a écouté en silence, son visage devenant de plus en plus sombre. « Margot, a-t-il dit quand j'ai fini. Tu ne trouves pas que c'est trop dur? C'est notre fils, après tout. Nous sommes ses parents, François. » J'ai senti une vague d'irritation monter. Des parents qu'il a volés. Des parents auxquels il n'a même pas répondu quand il demandait de l'aide. François a détourné le regard. Je sais. Je ne veux juste pas qu'il se sente humilié. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. François, écoute. Grégoire n'est plus un enfant. Il a 32 ans. C'est un homme adulte qui doit assumer la responsabilité de ses actes. S'il n'apprend pas cette leçon maintenant, que se passera-t-il ensuite? Il continuera à penser qu'il peut nous utiliser comme un distributeur automatique? Que nos sentiments, nos besoins ne comptent pas. François est resté silencieux un long moment, fixant ses mains tordues par l'arthrose. Tu as raison, a-t-il finalement dit doucement. C'est juste difficile. C'est difficile d'être strict avec son unique enfant. Je lui ai pris la main. Je sais, mon chéri, mais parfois il faut être strict par amour. François a hoché la tête, et j'ai vu de la détermination dans ses yeux. Pour la première fois depuis tout ce temps, il était vraiment en colère contre Grégoire. Peut-être avait-il enfin compris que notre fils avait franchi la ligne.
Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je repensais à toutes les fois où Grégoire et Evelyne nous avaient montré à quel point ils se souciaient peu de nous. Ces souvenirs me rendaient encore plus déterminée à mener mon plan à bien. Je me suis souvenu des fiançailles de Grégoire et Evelyne. Nous l'avions appris sur Facebook. Grégoire n'avait même pas appelé pour nous le dire en personne. Nous avons vu une photo de la bague et des félicitations de leurs amis. Quand je l'ai appelé, il semblait gêné. « Je suis désolé, maman », avait-il dit. « On voulait vous faire la surprise. On devait passer le week-end pour tout vous raconter. » Mais ils ne sont pas venus. Grégoire a appelé à la dernière minute pour dire qu'Evelyne avait une migraine et qu'il restait à la maison. François et moi y sommes allés avec un gâteau et un cadeau. Evelyne nous a accueillis en robe de chambre en soie, sans aucun signe de migraine, et ne nous a même pas invités à entrer. Nous les avons félicités sur le seuil et sommes partis. Puis il y a eu la fête de fiançailles. Grégoire avait dit que ce serait un dîner modeste pour la famille la plus proche. Nous sommes arrivés au restaurant et avons trouvé une trentaine de personnes. Les parents d'Evelyne, ses nombreux cousins, tantes et les amis du couple. Nous étions assis à une table au fond, à côté de parents âgés de la mariée qui se parlaient en italien tout le temps. Grégoire n'est venu nous voir qu'une seule fois pour nous présenter aux parents d'Evelyne et a été immédiatement emmené par la mariée vers d'autres invités. À Noël dernier, Grégoire avait promis que lui et Evelyne viendraient nous rendre visite. J'ai passé 3 jours à préparer. J'ai rôti une dinde, fait une sauce aux érelles selon la recette de ma grand-mère et préparé une tarte au potiron. 1 heure avant leur arrivée, Grégoire a appelé pour dire que les parents d'Evelyne les avaient invités à l'improviste dans un restaurant chic et qu'ils ne pouvaient pas refuser. « Je suis désolé, maman », avait-il dit. « On passera peut-être demain. » Ils ne sont pas passés. Ni le lendemain, ni le surlendemain. François et moi avons mangé de la dinde pendant 1 semaine jusqu'à ce qu'elle commence à se gâter et que nous devions en jeter la moitié. Les dîners de famille que nous essayions d'avoir 1 fois par mois. Grégoire et Evelyne les annulaient si souvent à la dernière minute que nous avons fini par ne plus leur demander. Il y avait toujours une raison. Une réunion importante avec un client, des soldes dans une boutique, la venue d'un chef célèbre. Je me suis souvenu du jour où le diagnostic de François est tombé. Nous avons appelé Grégoire pour lui annoncer la nouvelle. Il a écouté, a exprimé sa sympathie et a dit qu'il passerait certainement dans quelques jours. Mais il n'est pas venu. Il a envoyé une corbeille de fruits avec une carte qui disait « Rétablis-toi bien, papa ». François a fait semblant de ne pas être contrarié, mais j'ai vu la douleur dans ses yeux. À chaque souvenir, ma détermination se renforçait. Grégoire devait comprendre que les parents n'étaient pas des distributeurs automatiques ou des coquilles vides, qu'on ne devait pas les traiter comme une obligation fastidieuse dont on ne se souvient que lorsqu'on a besoin d'argent. Le matin, j'ai appelé Cédric et je lui ai parlé du plan que Luc et moi avions élaboré. Il a écouté et a dit qu'il ferait tout son possible pour aider. Ce ne sera pas facile, Madame Dubois, a-t-il prévenu. Les banques n'aiment pas s'impliquer dans des situations aussi inhabituelles, mais je parlerai au directeur. J'ai des arguments qui pourraient le convaincre. Mon appel suivant fut pour Viviane. Tu es sûre de vouloir aller si loin ? A-t-elle demandé après avoir entendu les détails du plan. Absolument, ai-je répondu. C'est le seul moyen d'atteindre Grégoire. Alors je suis avec toi, a dit Viviane fermement. Je vais parler à nos collègues. Je suis sûre que beaucoup voudront t'aider. Tout le monde dans le service sait comment tu prenais soin de tes patients et aidais tes collègues. C'est à notre tour de t'aider. Après l'appel de Viviane, j'ai senti une vague d'énergie et de détermination. Le plan commençait à prendre forme. Luc a promis de rédiger les documents juridiques nécessaires. Cédric a dit qu'il parlerait à la banque et Viviane a dit qu'elle organiserait le soutien des collègues de l'hôpital. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. Il restait moins d'1 journée avant l'arrivée de Grégoire et Evelyne. Il y avait encore beaucoup à préparer. François m'a trouvé dans la cuisine où je faisais une liste de choses à faire. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» a-t-il demandé, s'appuyant sur sa canne. J'ai regardé mon mari. Il avait l'air fatigué et hagard. Les douleurs articulaires l'empêchaient de dormir correctement depuis quelques semaines. Il avait besoin d'un traitement que nous ne pouvions pas nous permettre à cause de Grégoire. Oui, ai-je répondu fermement. Je le veux. Et pas seulement pour nous, François. Pour le bien de Grégoire aussi. Il doit comprendre qu'il ne peut pas vivre comme ça. Qu'il ne peut pas voler ses propres parents, les traiter comme un distributeur automatique. Sinon, quel genre d'homme deviendra-t-il ? Quel genre de mari sera-t-il pour Evelyne ?
Quel genre de père pour ses enfants, s'ils en ont un jour? François a soupiré. Tu as raison, a-t-il admis. J'ai juste peur qu'il nous déteste pour ça. Je me suis approchée de mon mari et je l'ai serré dans mes bras. S'il nous déteste pour exiger un respect élémentaire, alors nous l'avons déjà perdu comme fils. François m'a serré en retour et j'ai senti ses mains trembler. Il avait peur, lui aussi. C'était effrayant de perdre notre fils unique. Mais c'était encore plus effrayant de continuer à vivre comme avant, en laissant Grégoire continuer à nous utiliser sans égard pour nos sentiments et nos besoins. Cédric a appelé cet après-midi-là. Il avait réussi à trouver un accord avec le directeur de la banque. Ils étaient prêts à participer à notre plan, à condition que tout soit fait dans le respect de la loi. Ils fourniront même un représentant qui pourra venir à l'aéroport, a dit Cédric. Il s'avère que Grégoire a un important découvert autorisé chez eux, donc ils sont prêts à utiliser cela pour faire pression sur lui dans cette affaire. J'ai remercié Cédric et lui et demandé de transmettre ma gratitude au directeur. Ce soir-là, Viviane a envoyé un message disant qu'elle avait parlé à ses collègues de l'hôpital. Beaucoup d'entre eux voulaient aider, surtout ceux qui me connaissaient depuis des années et avaient vu comment je prenais soin des patients, comment je couvrais mes collègues quand ils avaient des problèmes, et comment j'aidais les nouveaux arrivants à s'intégrer. Ils seront à l'aéroport demain à l'heure convenue, a écrit Viviane. Certains prennent même un congé pour venir. J'étais touchée par un tel soutien. Tous ces gens, collègues, amis, même les employés de banque que je connaissais à peine, étaient prêts à nous aider à donner une leçon à Grégoire. Peut-être que cela lui ferait enfin comprendre que ses actions ont des conséquences, non seulement pour lui, mais aussi pour d'autres personnes. Luc a envoyé les documents qu'il avait préparés. Je les ai lus attentivement et les ai mis de côté. Nous en aurions besoin demain à l'aéroport. François et moi avons longuement parlé avant d'aller nous coucher. Nous nous sommes souvenus de Grégoire enfant. Ouvert, curieux, gentil. Comment il avait pleuré quand son hamster était mort. Comme il était fier de son premier vélo. Comment il me faisait des cartes pour la fête des mères. Où avons-nous fait une erreur, François? Ai-je demandé, allongé dans le noir. Quand notre garçon s'est-il transformé en quelqu'un qui pouvait nous faire ça? François a soupiré. Je ne sais pas, Margot. Peut-être qu'on l'a trop laissé faire. Peut-être qu'on ne lui a pas assez appris la responsabilité. Ou peut-être que c'est l'influence d'Evelyne et de sa famille avec leurs idées que l'argent est tout. Je ne connaissais pas la réponse. Tout ce que je savais, c'est que demain serait un jour important. Un jour qui pourrait changer notre relation avec notre fils, ou la détruire complètement. Je me suis réveillée le matin avec un sentiment de détermination. Aujourd'hui, Grégoire et Evelyne revenaient de leur luxueuse lune de miel. Aujourd'hui, ils apprendraient qu'on ne peut pas voler ses parents et s'en tirer comme ça. Qu'on ne peut pas utiliser les gens qu'on aime et les traiter avec mépris. François était déjà dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Il avait l'air plus serein que ces derniers temps. « Comment te sens-tu » ai-je demandé en l'embrassant sur la joue. « Bien » a-t-il répondu. « Mon genou ne me fait presque pas mal aujourd'hui. » Je savais que ce n'était pas tout à fait vrai. C'était juste l'adrénaline de la confrontation à venir qui atténuait temporairement la douleur. Mais j'étais heureuse de voir mon mari si recueilli et déterminé. Après le petit déjeuner, nous avons commencé à nous préparer. J'ai appelé l'aéroport pour confirmer l'heure d'arrivée du vol de Grégoire et Evelyne. Puis j'ai contacté Cédric, Luc et Viviane pour finaliser les détails de la rencontre. À midi, Cédric a appelé. Madame Dubois, tout est prêt du côté de la banque. Le représentant sera à l'aéroport à l'heure convenue. Il aura tous les documents nécessaires. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Le plan prenait forme. Viviane a envoyé un message disant que ses collègues de l'hôpital avaient également confirmé leur présence. Luc a promis d'arriver tôt pour vérifier les détails juridiques. J'ai regardé mon téléphone, qui affichait toujours le dernier message de Grégoire, une photo d'une boîte de nuit avec une légende sur le retour à la réalité. Ils n'avaient aucune idée de la réalité qui les attendait. François s'est approché et a posé sa main sur mon épaule. « Tu es sûr que nous faisons ce qu'il faut » a-t-il demandé. Peut-être devrions-nous simplement lui parler. Expliquer à quel point c'est difficile pour nous. J'ai secoué la tête. Nous avons essayé, François. Combien de fois lui ai-je envoyé des messages? Lui ai-je demandé de rappeler? Combien de fois lui ai-je expliqué que nous avions besoin de cet argent pour ton traitement? Il nous a ignorés. Il a continué à dépenser notre argent, sachant que nous étions dans une situation difficile. Non,
Une simple conversation n'aidera pas ici. Nous avons besoin de quelque chose qui le fera vraiment réfléchir. François a soupiré, mais n'a pas discuté. Il comprenait aussi que les méthodes précédentes n'avaient pas fonctionné, que Grégoire était trop habitué à s'en tirer à bon compte. Nous avons commencé à nous préparer pour aller à l'aéroport. J'ai mis ma plus belle robe, une robe formelle bleu foncé que je gardais habituellement pour les grandes occasions. François s'est également habillé. Il portait le costume qu'il avait mis au mariage de Grégoire. Avant de partir, j'ai vérifié une dernière fois les documents préparés par Luc. Tout était en ordre. Le plan était prêt à être exécuté. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, a dit François alors que nous montions dans la voiture, souviens-toi que je suis avec toi. Nous sommes là-dedans ensemble. J'ai serré sa main. Merci, mon chéri. Je sais à quel point c'est difficile pour toi, mais crois-moi, c'est pour le bien de Grégoire. François a hoché la tête, et nous sommes partis pour l'aéroport, vers une confrontation qui pourrait changer notre famille pour toujours. Le jour de la rencontre avec Grégoire et Evelyne a commencé tôt. Je me suis réveillée à 5 heures du matin, même si leur avion ne devait arriver qu'à 16 heures. Je ne pouvais pas dormir. Les pensées de la confrontation à venir tourbillonnaient dans ma tête, ne me laissant aucun répit. François dormait encore, sa respiration lourde et laborieuse. Il avait été plus mal ces derniers jours. Son genou était enflé et la douleur s'était intensifiée. Sans les traitements pour lesquels nous avions économisé, son état continuait de se détériorer. Je suis sortie du lit doucement, essayant de ne pas réveiller mon mari, et je suis allée à la cuisine. J'ai fait du thé et je me suis assise près de la fenêtre, regardant les premiers rayons de soleil peindre les toits des maisons voisines. Lyon se réveillait. J'entendais le bruit des voitures au loin et les lumières s'allumaient dans la maison d'en face. Dans ces heures matinales où le monde était encore calme et paisible, je pensais souvent à la vie, à la façon dont nous en étions arrivés là. Avais-je toujours été si accommodante, si disposée à sacrifier mes propres intérêts pour le bien des autres? Ou est-ce que c'est venu avec la maternité, avec le désir de donner le meilleur à mon enfant? Je me souviens que lorsque Grégoire était petit, je me privais souvent du strict nécessaire. De nouveaux vêtements, des rendez-vous chez le coiffeur, des sorties avec des amis, pour qu'il puisse avoir de jolis jouets, des vêtements à la mode et des opportunités de faire du sport et de la musique. Je pensais que c'était normal, un signe d'amour maternel. Mais quelque part en chemin, ce sacrifice de soi s'est transformé en autre chose. J'ai cessé d'être une mère aimante pour Grégoire et je suis devenue une sorte de distributeur automatique, une source de soutien financier qui pouvait être utilisée en cas de besoin et ignorée le reste du temps. Aujourd'hui, tout allait changer. Aujourd'hui, j'allais enfin fixer les limites que j'aurais dû fixer il y a des années. Mon téléphone a vibré. Un message de Viviane. Bonjour. Rendez-vous chez Luc à 10 heures. Tout le monde sera là. J'ai répondu par un bref « d'accord » et j'ai fini mon thé. J'avais beaucoup à faire avant la réunion. D'abord, j'ai appelé la banque. Lorraine, que je connaissais déjà, a répondu au téléphone. Madame Dubois, bonjour, a-t-elle dit. Comment puis-je vous aider? Je veux bloquer ma carte de crédit, ai-je répondu fermement. Celle qui a été utilisée pour des débits non autorisés. Bien sûr, a dit Lorraine d'un ton professionnel et commercial. Cela ne prendra que quelques minutes pour la bloquer. Souhaitez-vous une nouvelle carte? Oui, mais avec un numéro et un code PIN différents, et s'il vous plaît, envoyez-la à mon adresse professionnelle. Je lui ai donné l'adresse de l'hôpital. C'est noté, Madame Dubois. Autre chose. J'ai hésité. Oui. J'ai besoin d'un relevé complet de toutes les transactions effectuées sur ma carte au cours des 2 dernières semaines avec l'heure, le lieu, et si possible, des copies des reçus. Ce n'est pas un service standard, a dit Lorraine prudemment. Nous ne fournissons généralement qu'un relevé général. Je sais, ai-je dit, mais mon cas n'est pas exactement standard. Cédric Johnson de votre banque est au courant de la situation. Il devait parler au directeur. Oh, a dit Lorraine, comprenant. Oui, bien sûr. Monsieur Johnson a laissé des instructions. Je préparerai tous les documents et vous les enverrai par email dans l'heure. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. La première partie du plan était terminée. La carte était bloquée et Grégoire ne pourrait plus l'utiliser. Je ne lui en ai délibérément pas parlé. Laissons-le le découvrir quand il essaiera de payer le taxi de l'aéroport ou autre chose. Ce serait la première surprise. François est entré dans la cuisine, s'appuyant sur sa canne. Il avait l'air pâle et fatigué, mais il y avait de la détermination dans ses yeux. Tu es levé tôt,
a-t-il remarqué en s'asseyant précautionneusement sur une chaise. Je n'arrivais pas à dormir, ai-je admis en lui versant du thé. Je viens d'appeler la banque. La carte est bloquée. François a hoché la tête. D'accord, et maintenant? Nous rencontrons Luc à 10 heures. Viviane, Cédric, et peut-être quelques autres seront là. Nous discuterons des détails du plan. Nous avons pris le petit déjeuner en silence, chacun perdu dans ses pensées. Je pensais à Grégoire, à la façon dont il réagirait à notre surprise. Ressentirait-il des remords, ou se mettrait-il en colère et s'éloignerait-il encore plus de nous? La deuxième option était effrayante, mais j'étais prête à prendre le risque. Mieux valait une confrontation honnête que de continuer ce jeu malsain de donnant-donnant. Après le petit déjeuner, j'ai vérifié mes emails. Lorraine avait tenu parole. Le relevé était déjà là, détaillé et complet. J'ai ouvert le fichier et j'ai commencé à étudier la liste des dépenses. Un hôtel de luxe à l'île Maurice, 5 000 € la semaine. Des billets d'avion aller-retour en classe affaires, 3 000 €. Restaurant, boîte de nuit, souvenirs, excursions. Chaque dépense était comme un coup de poignard dans le dos. Il ne se contentait pas de passer des vacances à nos frais. Il menait la grande vie, se permettant tout. François a regardé par-dessus mon épaule. 300 € pour un dîner. Sa voix tremblait. C'est plus que ce que nous dépensons en nourriture en une semaine. J'ai hoché la tête, incapable de parler. La colère et le ressentiment m'envahissaient. Comment Grégoire pouvait-il être si irréfléchi, si égoïste? Comment pouvait-il dépenser de telles sommes en sachant que son père avait besoin d'argent pour un traitement médical? J'ai imprimé le relevé et l'ai mis dans le dossier que j'allais emporter à la réunion. Puis François et moi avons commencé à nous préparer. Il a pris une douche et a mis son plus beau pull et moi. J'ai fait ma coiffure et j'ai mis le tailleur bleu que je gardais habituellement pour les grandes occasions. À 9h30, nous sommes montés dans la voiture et avons roulé jusqu'à la maison de Luc. Il habitait dans la banlieue de Lyon, dans un quartier calme avec des maisons soignées et des pelouses bien entretenues. Quand nous sommes arrivés, il y avait déjà plusieurs voitures garées devant sa maison. Nous avons été accueillis par Denise, la femme de Luc. Elle nous a conduits dans le salon où Viviane, Cédric, Luc et quelques autres personnes que je ne m'attendais pas à voir étaient déjà rassemblées. Le docteur Bernard, le médecin-chef de l'hôpital où je travaillais, Suzanne, la pharmacienne qui avait aidé pour les médicaments de François, et Lorraine de la banque à qui j'avais parlé ce matin. Margot, François. Viviane s'est levée pour nous accueillir. Laissez-moi vous présenter. Voici Lorraine Parker du Crédit Lyonnais. Elle représentera la banque aujourd'hui. Lorraine m'a serré la main. Je suis ravie de vous rencontrer enfin en personne, Madame Dubois. J'étais surprise et touchée par le nombre de personnes venues nous soutenir. Certains, comme le docteur Bernard, je les connaissais depuis des années. D'autres, comme Lorraine, je les rencontrais pour la première fois, mais ils étaient tous là, prêts à nous aider à donner une leçon à notre fils. Luc a demandé à tout le monde de s'asseoir et la réunion a commencé. Alors, a-t-il dit en sortant un dossier de documents. Repassons le plan une dernière fois. L'avion de Grégoire et Evelyne arrive à 16h. Nous serons à l'aéroport à l'avance, vers 15h30. Margot et François les accueilleront à la porte des arrivées. Le reste d'entre nous attendra à proximité, mais sans se montrer tout de suite. J'ai hoché la tête. Cette partie du plan était simple. François et moi devions rencontrer Grégoire et Evelyne comme d'habitude, comme des parents aimants qui avaient manqué leur fils. Puis Luc a poursuivi. Quand ils sortiront et commenceront à parler de leurs vacances, Margot posera une question directe sur la carte de crédit. À ce moment-là, Lorraine s'approchera et se présentera comme une employée de la banque. Lorraine a hoché la tête. J'expliquerai la situation avec la carte, qu'elle a été bloquée en raison d'une activité suspecte et que la banque enquête sur une éventuelle fraude. Et si Grégoire essaie de nier? A demandé François. Nous avons des preuves, a répondu Luc, en désignant le dossier dans mes mains. Le relevé de la carte, les photos qu'ils ont envoyées de leurs vacances, leurs messages nous remerciant pour le cadeau. De plus, a ajouté Cédric, j'ai préparé des documents montrant l'état des comptes de Grégoire. Il a une dette importante sur sa ligne de crédit auprès de notre banque, et certains paiements sont en retard. La banque peut exiger le remboursement immédiat s'il s'avère qu'il est impliqué dans une fraude. J'ai ressenti une pointe de culpabilité. Les finances de Grégoire étaient-elles vraiment si mauvaises? Pourquoi ne nous l'avait-il pas dit? Nous aurions pu l'aider, le conseiller, le soutenir. Mais non. Au lieu de cela, il a choisi de nous voler notre argent.
Après cela, a poursuivi Luc, le docteur Bernard entre en scène. Il expliquera à quel point l'argent était important pour le traitement de François, et quelles ont été les conséquences de sa disparition. Le docteur Bernard a hoché la tête solennellement. J'ai apporté le dossier médical de François et le plan de traitement que nous n'avons pas pu mettre en œuvre faute de fonds. Tout est documenté. Et puis, a dit Viviane, nous, les collègues de Margot de l'hôpital, nous sortirons. Nous raconterons comment elle a été forcée de retourner au travail à 65 ans pour gagner de l'argent pour les médicaments de son mari parce que leurs économies ont été volées. Le plan était pensé dans les moindres détails. Chaque participant connaissait son rôle. Tout était conçu pour que Grégoire réalise les conséquences de ses actes, non seulement financières, mais aussi émotionnelles, médicales et sociales. Et ensuite, a demandé François. Après que nous ayons révélé tout cela, Luc m'a jeté un coup d'œil. C'est à vous de décider, François. Vous pouvez exiger un remboursement immédiat. Vous pouvez proposer un plan de paiement. Vous pouvez même déposer une plainte officielle pour fraude, bien que je ne le recommanderais pas, étant donné que c'est votre fils. François a baissé la tête. Je ne veux pas le punir. Je veux juste qu'il comprenne ce qu'il a fait. J'ai serré la main de mon mari. C'est exactement ce que nous faisons, mon chéri. Nous lui faisons savoir que ses actes ont des conséquences. Après avoir discuté de tous les détails du plan, Luc a suggéré une pause. Denise a apporté du thé et des biscuits, et tout le monde s'est divisé en petits groupes, parlant de leur vie. Je suis allée à la fenêtre et j'ai regardé la rue paisible avec ses pelouses bien entretenues et ses buissons fleuris. C'était si étrange de réaliser que dans quelques heures, je serais impliquée dans une confrontation publique avec mon propre fils. Il y a une semaine, je n'aurais jamais cru être capable d'une telle chose. Toute ma vie, j'avais été silencieuse, compréhensive, prête à céder. Même à l'hôpital où je dirigeais les infirmières, j'essayais de résoudre les conflits pacifiquement, de trouver des compromis. Je n'ai jamais élevé la voix ni insisté sur ma propre voix si cela risquait de contrarier quelqu'un. Et maintenant, j'avais organisé toute une conspiration contre mon propre fils. J'avais rassemblé des gens, préparé des documents et élaboré un plan d'action. Qui est cette nouvelle Margot Dubois ? D'où venait cette détermination? Cette volonté d'aller jusqu'au bout? Viviane s'est approchée et s'est tenue à côté de moi. À quoi penses-tu? A-t-elle demandé, me regardant avec inquiétude. À moi-même, ai-je répondu honnêtement. À la façon dont j'ai changé. Je n'aurais jamais cru être capable de ça. Viviane a souri. Tu sais, Margot, j'ai toujours vu cette force en toi. Tu as juste choisi de ne pas la montrer. Tu te souviens de cet incident avec l'administration de l'hôpital quand ils voulaient réduire le nombre d'infirmières dans le service? Tu as rassemblé des données, organisé une réunion et les as convaincus de changer leur décision. C'était calme, sans drame, mais ferme et décisif. Je me suis souvenu de cet incident. C'était il y a 5 ans. Le nouveau directeur voulait faire des économies en réduisant le personnel. J'avais effectivement organisé la résistance, mais je n'avais jamais pensé à cela comme une démonstration de force. J'ai juste fait ce que je pensais être juste. Et te souviens-tu comment tu as défendu le droit de la famille de ce patient atteint d'une maladie rare d'être avec lui 24 heures sur 24, même si cela violait les règles de l'hôpital? A poursuivi Viviane. Tu es allé contre le système, mais tu l'as fait si élégamment que l'administration n'a même pas réalisé qu'elle était manipulée. J'ai souri. Oui, il y a eu ça. La force ne vient pas toujours de grands mots et d'actions drastiques, Margot, a dit Viviane. Parfois, les personnes les plus fortes sont celles qui agissent tranquillement mais sans relâche. Tu as toujours été comme ça. C'est juste que maintenant, cette force est devenue plus apparente parce que la situation a exigé une action plus décisive. Ces paroles m'ont touchée. Peut-être que Viviane avait raison. Peut-être avais-je toujours été plus forte que je ne le pensais. C'est juste que maintenant, cette force se manifestait d'une nouvelle manière, dans une situation qui exigeait une action décisive. Après la pause, nous sommes retournés à notre discussion. Le docteur Bernard a suggéré un élément supplémentaire au plan. Il a apporté des images médicales du genou de François montrant la progression de son arthrose. Ces images démontrent clairement pourquoi les infiltrations étaient si nécessaires, a-t-il expliqué. Et pourquoi les retarder pourrait entraîner des conséquences irréversibles. J'ai apporté une liste des médicaments prescrits à François avec leur coût, a ajouté Suzanne. Cela aidera Grégoire à comprendre combien d'argent est consacré au maintien de la santé de son père. Tout le monde a contribué au plan, le rendant plus détaillé et réfléchi.
J'ai ressenti une immense gratitude envers ces personnes, dont beaucoup n'étaient même pas des amis proches, mais qui étaient tout de même prêtes à aider. À 12h30, la réunion s'est terminée. Tout le monde savait quoi faire et quand. Il ne restait plus qu'à attendre le bon moment. François et moi sommes rentrés à la maison pour déjeuner et nous reposer un peu avant de nous rendre à l'aéroport. Pendant que je préparais un déjeuner léger, François était assis à la table de la cuisine, regardant de vieilles photographies. « Regarde », a-t-il dit en me tendant une photo. « Grégoire a 8 ans ici. Tu te souviens de ce voyage ?» J'ai regardé la photo. Le petit Grégoire, couvert de taches de rousseur et souriant, se tenait à côté de François près de la tente. Ils venaient de pêcher un poisson et montraient fièrement leur prise. « Je me souviens, ai-je souri. C'était la première fois que tu l'emmenais à la pêche. Il était si fier de cette truite, même si c'est toi qui l'avais pêchée. » François a hoché la tête, ses yeux brillant étrangement. C'était un si bon garçon, Margot. Gentil, attentionné. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je me suis assise à côté de mon mari et j'ai passé mon bras autour de ses épaules. Je ne sais pas, mon chéri. Peut-être que c'est de notre faute. Nous l'avons trop gâté. Nous ne lui avons pas appris à apprécier l'argent et le travail acharné. Ou peut-être que c'est l'influence d'Evelyne et de sa famille avec leurs idées sur le luxe. Mais quelle que soit la raison, aujourd'hui, nous allons essayer de réparer ça. François a pressé sa joue contre ma main. J'ai peur qu'il nous déteste après ça. S'il nous déteste pour exiger un respect et une honnêteté élémentaires, alors nous l'avons déjà perdu comme fils, ai-je dit doucement. Mais je crois qu'au fond de lui, il est toujours le bon garçon sur la photo. Et peut-être que la leçon d'aujourd'hui l'aidera à redevenir ce garçon. Après le déjeuner, nous nous sommes tous les deux allongés pour nous reposer. Une journée difficile nous attendait, et nous avions besoin de nos forces. Je ne pouvais pas dormir, mais je suis restée allongée les yeux fermés, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade. À 14h, le téléphone a sonné. C'était Viviane. « Margot, nous avons un changement de plan », a-t-elle dit. Nous avons appris que le vol de Grégoire et Evelyne est retardé d'1 heure. Ils arriveront à 17h au lieu de 16h. Je l'ai remercié pour l'information et j'ai informé François du retard. C'est peut-être un signe, a-t-il dit. Peut-être devrions-nous tout annuler et simplement lui parler à la maison dans un environnement calme. J'ai secoué la tête. Non, François. Nous avons déjà pris notre décision. Le plan est établi. Tout le monde est prêt. De plus, à la maison, il pourrait simplement sortir et claquer la porte. À l'aéroport, il devra nous écouter. François a soupiré, mais n'a pas discuté. À 15h, nous avons commencé à nous préparer. J'ai fait ma coiffure, mis un tailleur sobre et un maquillage minimal. Je voulais avoir l'air sérieuse, mais pas menaçante. François a mis son plus beau pull et son pantalon, s'est rasé et a même taillé sa moustache, qu'il laissait habituellement en désordre. À 15h30, nous sommes montés dans la voiture et nous nous sommes dirigés vers l'aéroport. J'étais silencieuse sur le chemin, répétant mentalement la conversation à venir. Que dirait Grégoire? Nierait-il, s'excuserait-il, se mettrait-il en colère? Comment réagirait Evelyne? Défendrait-elle son mari ou essaierait-elle de se distancier de la situation? Nous sommes arrivés à l'aéroport à 16h. Luc nous attendait déjà à l'entrée, tenant un dossier de documents à la main. Tout le monde est là, a-t-il dit. Ils attendent au café du premier étage. On peut voir la zone des arrivées de là. Nous sommes montés au café. Toutes les personnes impliquées dans notre plan étaient là. Viviane et plusieurs infirmières de l'hôpital. Le docteur Bernard, Suzanne, Cédric et Lorraine de la banque. Même la femme de Luc, Denise, était venue nous soutenir. Merci à tous d'être venus, ai-je dit en regardant le petit groupe déterminé. Je ne sais pas comment exprimer ma gratitude. Pas besoin de nous remercier, Margot, a répondu Viviane. Nous sommes tous là parce que nous tenons à toi et à François et parce que nous pensons que ce que Grégoire a fait est mal et injuste. Les autres ont hoché la tête en signe d'accord. Et en plus, a ajouté une des infirmières, une jeune femme nommée Jem, nous voulons être là quand tu montreras enfin tes vraies couleurs. Pendant tant d'années, tu as été un exemple de patience et de gentillesse pour nous tous. Ce sera intéressant de voir une autre facette de Margot Dubois. Tout le monde a ri et la tension s'est un peu relâchée. Nous avons commandé du café et attendu. Le temps s'écoulait d'une lenteur angoissante. Je vérifiais périodiquement le tableau. Le vol était toujours à l'heure, sans retard. À 16h30,
Cédric a vérifié l'état du vol sur son application téléphonique. Ils atterriront dans 20 minutes, a-t-il dit. Il est temps de prendre nos positions. François et moi sommes descendus dans la zone des arrivées, et nous nous sommes tenus là où nous pouvions voir clairement les passagers. Les autres se sont dispersés à proximité, nous gardant en vue, mais sans attirer l'attention sur eux. Mon cœur battait si fort qu'il semblait sur le point de sortir de ma poitrine. J'ai serré fermement la main de François, et il a répondu par une pression tout aussi ferme. Nous étions là-dedans ensemble, comme nous l'avions été pendant les 40 dernières années de notre mariage. Le tableau a montré que l'avion avait atterri. Bientôt, Grégoire et Evelyne passeraient le contrôle des passeports et sortiraient vers nous. Bientôt, la confrontation qui pourrait changer notre famille pour toujours commencerait. J'ai regardé autour de moi. Nos alliés étaient en position. Viviane et les infirmières se tenaient au stand de souvenirs, faisant semblant de regarder des cartes postales. Le docteur Bernard et Suzanne étaient assis sur un banc à proximité, en pleine conversation. Cédric et Lorraine étaient assis à un café, sirotant du café dans des gobelets en papier. Luc et Denise se tenaient au bureau d'information, étudiant un plan de l'aéroport. Tout était prêt. Le plan avait été pensé dans les moindres détails. Chacun connaissait son rôle et était prêt à intervenir au signal. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. Je n'avais jamais rien fait de tel de ma vie. Je n'avais jamais organisé de confrontation publique, jamais rassemblé des gens pour donner une leçon à quelqu'un. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, je n'étais pas la Margot silencieuse et soumise, prête à pardonner toute offense et à fermer les yeux sur toute injustice. Aujourd'hui, j'étais une femme prête à défendre ma famille, ma dignité et mes limites. Et quoi qu'il arrive ensuite, je savais une chose avec certitude. L'ancienne Margot Dubois n'existait plus. À sa place se trouvait une nouvelle femme forte qui ne permettrait plus à personne, pas même à son propre fils, de l'utiliser, elle et son mari. L'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry bourdonnait comme une ruche. L'agitation habituelle d'un vendredi soir. Des gens avec des valises se dépêchaient vers les sorties. Ceux qui attendaient regardaient impatiemment vers la zone des arrivées, et les chauffeurs de taxi criaient les noms des passagers. François et moi étions figés près de la barrière séparant la zone des arrivées du reste de l'aéroport, attendant l'apparition de Grégoire et Evelyne. Le tableau indiquait que leur vol avait atterri il y a 20 minutes. Ils auraient dû passer le contrôle des passeports et sortir vers nous à présent. Mon cœur battait si fort qu'il me semblait que tout le monde autour de moi pouvait l'entendre. François se tenait à côté de moi, s'appuyant sur sa canne. Son visage était tendu, ses yeux fixés sur les portes. Je savais que c'était difficile pour lui, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Confronter son propre fils, exposer publiquement ses actions. Tout cela était étranger à François, qui avait toujours préféré résoudre les problèmes tranquillement, en famille. « Ça va ?» ai-je demandé en lui serrant la main. Il a hoché la tête sans me regarder. « Je veux juste que ce soit fini. » Je comprenais ce qu'il ressentait. Une partie de moi voulait aussi que ce soit fini. Mais une autre partie, la nouvelle Margot déterminée qui avait émergé en moi ces derniers jours, était prête à aller jusqu'au bout pour donner à Grégoire une leçon qu'il n'oublierait jamais. Les portes des arrivées se sont ouvertes et un flot de passagers s'est déversé. Nous avons scruté la foule attentivement, essayant de repérer Grégoire et Evelyne. Et les voilà. Bronzés, reposés et souriants. Grégoire poussait une grande valise et Evelyne marchait à ses côtés, portant un sac de marque et un sac du duty-free. Ils ressemblaient à un couple de magazines. De jeunes gens qui réussissent, revenant de vacances luxueuses. Grégoire nous a aperçus et nous a fait signe. Ils se sont approchés, et j'ai vu la surprise sur le visage de mon fils. « Maman, papa, qu'est-ce que vous faites là ?» a-t-il demandé en me serrant d'abord dans ses bras, puis François. On allait prendre un taxi. On a décidé de venir vous chercher, ai-je répondu en essayant de paraître décontracté. Comment s'est passé votre vol? Super, a souri Grégoire, ignorant ce qu'il attendait. Un peu fatigué, bien sûr, mais dans l'ensemble tout va bien. Evelyne s'est approchée et nous a salués d'un signe de tête froid. Bonjour, Margot, François, a-t-elle dit du ton qu'on utilise avec des gens qu'on ne connaît pas très bien. C'est inattendu de vous voir ici. J'ai remarqué un nouveau bracelet à son poignet, une fine chaîne en or avec des pendentifs. Probablement un autre achat à nos frais. Vous vous êtes bien reposé? A demandé François, et j'ai entendu la tension dans sa voix. Incroyable, s'est exclamé Grégoire. L'île Maurice, c'est le paradis sur terre.
Les plages, l'océan, les excursions. On a même fait du yachting et de la plongée. Ça a l'air cher, ai-je remarqué, et mon cœur s'est mis à battre encore plus vite. Le moment de vérité approchait. Grégoire et Evelyne ont échangé un regard. Eh bien, on n'a qu'une seule lune de miel, a dit Grégoire, un peu gêné. On s'est dit qu'on pouvait se le permettre. Vraiment? J'ai fait un pas en avant. Et combien a coûté tout ce paradis sur terre? Grégoire a froncé les sourcils, ne comprenant manifestement pas où je voulais en venir. Maman, qu'est-ce que ça peut faire? On va bien. Non, Grégoire. J'ai secoué la tête. Vous n'allez pas bien. Mais ma carte de crédit, elle va bien. 12 000 euros. C'est ce qu'a coûté votre lune de miel. Le visage de Grégoire a pâli, et Evelyne a regardé de lui à moi, confuse. De quoi parle-t-elle? A-t-elle demandé à son mari? Je parle du fait que Grégoire a utilisé ma carte de crédit pour payer vos vacances de luxe. Ai-je répondu à la place de mon fils? Sans ma permission. Quoi? Evelyne s'est tournée vers Grégoire. Tu avais dit que c'était un cadeau de tes parents. Grégoire avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. J'allais vous rembourser, a-t-il balbutié. J'avais juste besoin d'un peu de temps. Du temps? Combien de temps, Grégoire? A répété François, la voix tremblante de colère. Une semaine, un mois, un an? Tu savais que cet argent était mis de côté pour mon traitement. Tu savais que j'avais besoin d'infiltration dans mon genou. Grégoire a baissé les yeux. Je ne pensais pas que c'était si urgent. Et puis, tu as la Sécu, qui ne couvre qu'une partie des frais, ai-je crié. Nous devons payer le reste nous-mêmes. Et nous avons économisé cet argent pendant des mois, en nous privant de tout. À ce stade, une petite foule de curieux s'était rassemblée autour de nous. Les gens s'arrêtaient, attirés par notre conversation animée. Evelyne a regardé autour d'elle nerveusement. On devrait peut-être discuter de ça à la maison, a-t-elle suggéré, clairement mal à l'aise sous les regards indiscrets. Non, Evelyne, ai-je dit fermement. On en discute ici et maintenant. Parce qu'à la maison, vous pouvez simplement sortir et claquer la porte. Ici, vous allez devoir nous écouter. À ce moment-là, Lorraine, l'employée de la banque en tailleur strict avec un badge nominatif sur la poitrine, s'est approchée de nous. Monsieur et Madame Dubois, a-t-elle dit en s'adressant à François et à moi. Lorraine Parker, Crédit Lyonnais. Nous avons reçu votre signalement d'utilisation frauduleuse de carte de crédit. Grégoire est devenu encore plus pâle. Frauduleuse? Maman, vous avez porté plainte à la banque? Oui, Grégoire, ai-je répondu. Parce que ce que tu as fait, c'est exactement comme ça que ça s'appelle, une fraude. Tu as utilisé ma carte sans permission, dépensé une somme énorme et tu n'as même pas pris la peine de répondre à mes messages quand j'ai essayé de te joindre. Lorraine a sorti un dossier de documents. Nous avons un relevé de toutes les transactions effectuées sur la carte de Madame Dubois au cours des 2 dernières semaines, a-t-elle dit en montrant les papiers à Grégoire. Un hôtel à l'île Maurice, des billets d'avion en classe affaires, des restaurants, des boîtes de nuit, des excursions. Le montant total est de 12 143 € et 67 centimes d'euros. Evelyne a eu le souffle coupé et a fait un pas en arrière, s'éloignant de Grégoire comme si elle ne voulait rien avoir à faire avec lui. Tu avais dit que c'était un cadeau de tes parents, a-t-elle répété, la voix accusatrice. Tu m'as menti. J'allais tout expliquer, a tenté de se justifier Grégoire. Je ne voulais juste pas gâcher notre lune de miel. À ce moment-là, le docteur Bernard nous a rejoints. Il portait une blouse blanche avec un badge l'identifiant comme médecin-chef de l'hôpital de la Croix-Rousse. Monsieur Dubois, a-t-il dit à Grégoire, je suis le docteur Bernard, le médecin traitant de votre père. Je voudrais que vous compreniez les conséquences de vos actes. Il a sorti un dossier avec des documents médicaux et a montré à Grégoire des images du genou de François. Voici l'état de l'articulation de votre père il y a 3 mois, a-t-il dit en montrant la première image. Et voici celle d'il y a une semaine. Voyez-vous la progression de l'arthrose? Sans les infiltrations nécessaires que nous avions prévu de faire avec l'argent que vous avez dépensé, l'état de votre père ne fera qu'empirer. Dans le pire des cas, cela pourrait conduire à la nécessité d'une prothèse, une opération complexe avec une longue période de récupération. Grégoire fixait les images, les yeux écarquillés. Je ne savais pas, a-t-il murmuré. Je pensais que c'était juste un traitement de routine qui pouvait être reporté. On ne peut pas reporter la douleur, Grégoire, a dit François doucement. Je me réveille avec elle tous les jours et je m'endors avec elle. Chaque pas est un combat.
As-tu la moindre idée de ce que c'est? À ce stade, une foule considérable s'était rassemblée autour de nous. Les gens chuchotaient, nous montraient du doigt, certains sortant même leur téléphone pour filmer ce qui se passait. Evelyne, remarquant cela, a tiré nerveusement sur son chemisier de marque. Grégoire, partons d'ici, a-t-elle sifflé. Tout le monde nous regarde. Mais il ne pouvait pas partir. Viviane s'est approchée de nous avec un groupe d'infirmières de l'hôpital. Margot, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde autour de nous l'entende, nous voulions juste te dire à quel point nous t'admirons de reprendre le travail à 65 ans pour payer les médicaments de ton mari parce que tes économies ont été volées. C'est un vrai sacrifice. Une des infirmières, une jeune femme nommée Jem, a ajouté. Margot a toujours été une inspiration pour nous, une professionnelle de premier ordre, une collègue attentionnée, toujours prête à aider. Et maintenant, elle doit travailler comme consultante parce que son propre fils a volé l'argent qu'elle avait économisé pour le traitement de son père. J'ai vu Grégoire s'effondrer sous le flot d'accusations. Son visage est devenu rouge de honte, ses yeux fuyants, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Maman, a-t-il finalement réussi à dire. Je ne savais pas que c'était si grave. Je jure que j'allais rembourser. C'est juste qu'Evelyne et moi voulions une lune de miel spéciale, et nous n'avions pas assez d'argent. Et au lieu de choisir des vacances que vous pouviez vous permettre, vous avez décidé de voler. Ai-je terminé pour lui? Je n'ai pas volé, a protesté Grégoire. J'ai juste emprunté temporairement. Sans permission, a précisé François. Ça s'appelle un vol, fiston. Cédric, le fils de Viviane qui travaillait à la banque, s'est approché de nous. Monsieur Dubois, a-t-il dit à Grégoire, j'ai des informations sur l'état de vos comptes dans notre banque. Vous avez un découvert important et certains paiements sont en retard. À la lumière des nouvelles informations sur une éventuelle fraude, la banque peut exiger le remboursement immédiat de la totalité de la dette. Grégoire avait l'air sur le point de s'évanouir. Je ne peux pas payer toute la dette maintenant, a-t-il murmuré. J'ai besoin de temps. Du temps? Ai-je répété. Il y a toujours du temps. Mais ton père, lui, n'a pas de temps. Chaque jour sans le traitement nécessaire aggrave son état. Evelyne, qui s'était tenue à l'écart jusqu'alors, s'est soudainement avancée. Je ne savais rien de tout ça, a-t-elle dit en se tournant vers François et moi. Grégoire a dit que c'était votre cadeau de mariage. Je n'aurais jamais accepté ce voyage si j'avais su la vérité. J'ai regardé ma belle-fille avec scepticisme. Ne savait-elle vraiment rien? Ou essayait-elle simplement de se distancer de la situation maintenant que tout était sorti? La vérité, ai-je dit, c'est que pendant que vous profitiez de vos vacances de luxe, François et moi comptions chaque centime pour lui acheter des antidouleurs. Je suis retournée au travail à 65 ans pour payer son traitement. Et vous nous envoyez des photos de yachts et de restaurants chers, sans même réaliser la douleur que vous nous causiez. Grégoire a baissé la tête. Je vous rembourserai, a-t-il dit doucement. Chaque centime. Je prendrai un travail supplémentaire. J'économiserai. Il ne s'agit pas d'argent, Grégoire, l'a interrompu François. Il s'agit de confiance. De respect. De comprendre que la famille n'est pas un distributeur automatique dans lequel on peut puiser quand on a besoin de quelque chose et ignorer le reste du temps. La foule autour de nous grossissait. Les gens parlaient, beaucoup secouant la tête en désapprobation des actions de Grégoire. J'ai remarqué plusieurs personnes pointant leur téléphone portable vers nous. On peut parler quelque part de plus privé? A plaidé Grégoire, remarquant cela aussi. J'ai secoué la tête. Non, Grégoire. Tu dois entendre ça ici et maintenant. Tu dois comprendre que tes actions ont des conséquences non seulement pour toi, mais aussi pour d'autres personnes. Et parfois, ces conséquences sont publiques et désagréables. Luc, qui s'était tenu à l'écart jusqu'alors, s'est approché de nous avec un dossier de documents. Monsieur Dubois, a-t-il dit à Grégoire, je suis Luc Fournier, l'avocat de vos parents. J'ai quelques documents qui requièrent votre attention. Il a tendu les papiers à Grégoire. Ceci est une reconnaissance de dette. Vous acceptez de rembourser la totalité du montant dépensé sur la carte de crédit de votre mère, avec intérêt, dans un délai de 6 mois. Il y a aussi une clause concernant l'indemnisation pour préjudice moral et le paiement intégral du traitement médical de votre père. Grégoire a pris les documents avec des mains tremblantes. Je ne peux pas signer ça maintenant. Je dois y jeter un œil. Bien sûr, a convenu Luc. Mais gardez à l'esprit que l'alternative est une plainte officielle pour fraude auprès de la police, avec toutes les conséquences que cela implique. Evelyne, qui se tenait à proximité,
A eu un petit hoquet de surprise. La police, a-t-elle murmuré. Grégoire, c'est sérieux. Ça pourrait affecter ta carrière. J'ai observé mon fils attentivement. Son visage était pâle, ses yeux fuyants, et ses doigts tripotaient nerveusement le bord du document. Il avait l'air acculé, effrayé, perdu. Une partie de moi, la partie maternelle qui ne disparaîtra jamais, voulait s'approcher et le serrer dans ses bras, lui dire que tout irait bien. Mais une autre partie, la nouvelle Margot déterminée, savait que je ne pouvais pas reculer, que cette leçon était nécessaire. Maman, papa, a finalement dit Grégoire, levant les yeux pleins de larmes. Je suis tellement désolée. Je n'avais pas réalisé que c'était si grave. Je pensais que vous aviez une réserve. Je pensais que je pourrais vous rembourser avant que vous ne le remarquiez. Et les messages? Ai-je demandé. Je t'ai écrit, je t'ai demandé de rappeler. J'ai expliqué que nous avions besoin d'argent. Pourquoi n'as-tu pas répondu? Grégoire a dégluti. J'avais peur. Peur que vous soyez en colère, que je doive tout expliquer à Evelyne. C'était plus facile d'ignorer. Plus facile pour toi, a remarqué François. Et pendant ce temps, nous étions assis ici sans argent, ne sachant pas comment payer les factures et mon traitement. Evelyne a posé sa main sur l'épaule de Grégoire. Nous devons arranger ça, a-t-elle dit d'une voix étonnamment ferme. Nous allons vendre ma voiture. Elle est presque neuve. Nous pouvons en tirer un bon prix. Ça devrait suffire à couvrir la dette et à payer le traitement de François. J'ai regardé ma belle-fille avec surprise. Je ne m'attendais pas à une telle suggestion de sa part. La voiture était sa fierté, une BMW toute neuve qu'Evelyne avait achetée peu avant le mariage. Tu es sûre? A demandé Grégoire, clairement surpris lui aussi. Evelyne a hoché la tête. Oui. Nous avons mal agi. Plus précisément, tu as mal agi. Et j'ai été trop naïve pour demander d'où nous sortions l'argent pour des vacances aussi chères. Nous devons arranger ça. J'ai vu François pousser un soupir de soulagement. La tension qu'il avait retenue tout ce temps a commencé à se relâcher. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être que Grégoire et Evelyne étaient capables de réaliser leur erreur et de changer. Nous acceptons votre offre, ai-je dit après une pause. Mais il ne s'agit pas seulement de l'argent. Nous devons avoir une discussion sérieuse sur nos sentiments les uns envers les autres, sur le respect mutuel, sur les limites. Grégoire a hoché la tête. Je suis prêt. Et je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je voulais juste qu'Evelyne et moi ayons une lune de miel spéciale, comme dans les magazines. Mais ce n'est pas une excuse. Je me suis comportée de manière terrible, et j'ai très honte. La foule autour de nous a commencé à se disperser. Voyant que le scandale s'apaisait, les gens ont perdu leur intérêt et se sont dispersés. Nos alliés, Viviane, le docteur Bernard, Luc, Cédric et les autres se sont également un peu reculés, nous laissant de l'espace pour une conversation familiale. Je suggère que nous poursuivions cette discussion dans un endroit plus approprié, a dit Luc en rassemblant ses documents. Que diriez-vous d'un café? Nous avons accepté, et nous nous sommes dirigés vers la sortie de l'aéroport. François marchait lentement, s'appuyant sur sa canne, et Grégoire, remarquant cela, s'est approché et lui a offert son bras pour un soutien supplémentaire. François a hésité, mais a ensuite accepté l'aide de son fils. C'était un petit geste de réconciliation, mais important. Dans un café près de l'aéroport, nous nous sommes assis à une table au fond où nous pouvions parler tranquillement. Grégoire et Evelyne étaient assis en face de nous et de François, les documents préparés par Luc entre nous. Je signerai tout ce dont vous avez besoin, a dit Grégoire en parcourant l'accord, et je vendrai la voiture d'Evelyne pour récupérer l'argent le plus vite possible. Et encore une chose, a ajouté Evelyne. Je veux m'excuser pour mon comportement. Je n'ai pas toujours été assez respectueuse envers vous. Je pensais que Grégoire et moi étions au-dessus de tout ça. Elle a fait un geste de la main comme pour désigner notre modeste style de vie. Mais aujourd'hui, j'ai vu combien de gens vous respectent, combien d'amis sont prêts à venir à votre aide. Ça m'a fait réfléchir. J'ai été surprise par la sincérité d'Evelyne. Peut-être que la leçon d'aujourd'hui avait été bénéfique non seulement pour Grégoire, mais aussi pour elle. Nous acceptons vos excuses, a dit François. Et nous espérons que nous pourrons recommencer, cette fois avec un plus grand respect mutuel. Grégoire a signé la reconnaissance de dette et me l'a tendue. Je tiendrai ma parole, maman. Je rembourserai chaque centime et je ne vous mettrai plus jamais dans cette situation. J'ai pris le document et j'ai hoché la tête. Je veux te croire, Grégoire, mais la confiance doit se regagner. Cela prendra du temps.
Nous sommes restés au café pendant 1 heure de plus, discutant des détails du remboursement et des plans pour le traitement de François. Il a été décidé que Grégoire et Evelyne mettraient la voiture en vente le lendemain et utiliseraient le produit de la vente pour rembourser le prêt bancaire et couvrir les frais médicaux de François. Quand nous avons enfin quitté le café, il faisait déjà nuit. Nous nous sommes tenus sur le parking, nous disant maladroitement au revoir. On vous ramène, a proposé Grégoire. Nos bagages rentreront dans le coffre. J'ai accepté. Et nous sommes montés dans notre vieille voiture, François au volant, moi à côté de lui, Grégoire et Evelyne à l'arrière avec la valise entre eux. Le trajet s'est fait principalement en silence. Chacun de nous pensait aux événements de la journée, dont j'étais sûr que nous ressentirions les conséquences pendant longtemps. Quand nous nous sommes arrêtés devant la maison de Grégoire et Evelyne, ils sont sortis, ont sorti leurs bagages, et nous nous sommes dit un au revoir maladroit, convenant de nous appeler le lendemain pour discuter de la suite. À la maison, quand François et moi nous sommes enfin retrouvés seuls, il m'a serré dans ses bras et m'a tenu longuement. « Tu as été incroyable aujourd'hui », a-t-il dit doucement. « Si forte, si déterminée. Je suis fière de toi, Margot. » Je me suis blottie contre sa poitrine, écoutant les battements familiers de son cœur. Je ne me reconnaissais pas, ai-je admis. Je n'aurais jamais cru être capable d'une telle confrontation. Tu as toujours été forte, a dit François. Tu as juste choisi de ne pas le montrer. Nous sommes restés assis dans la cuisine, buvant du thé et discutant des événements de la journée. Il y avait un étrange sentiment de vide et de soulagement à la fois. C'était comme si un lourd fardeau que nous portions depuis tous ces jours avait enfin été levé.